Ok. Donc en même temps, simultanément, en fait, je suis aussi sur mon téléphone pour être live sur Instagram pour voir si, au cas où ça peut, s'il y a des gens aussi qui nous regardent là ici. Bonjour tout le monde. Alors, je suis un peu curieuse déjà, rien avant de commencer, à savoir qu'est-ce qui vous amène ici dans ce live où je vais vous partager, vous présenter le voyage initiatique en Inde du Sud que je propose donc en janvier-février 2027. Euh, donc, qu'est-ce qui vous attire dans ce voyage? Qu'est-ce qui vous attire avec l'Inde? Alors, si vous voulez écrire dans le chat à côté, n'hésitez pas à partager si vous en avez envie. Alors, je vous laisse le temps d'arriver. Ok. Encore assez timide, je vois. Alors, donc, je vais vous partager un petit peu donc ce voyage, ce que je vous prépare. C'est donc la troisième édition du voyage initiatique en Inde du Sud. Et donc, tout d'abord, je sais qu'il y en a qui me connaissent, mais il y en a qui ne me connaissent pas là ici, peut-être, et aussi dans le replay. Donc, je vais prendre un petit moment pour vous partager spécialement pourquoi je vous propose ça, parce que peut-être que certains me connaissent en tant que facilitatrice de stage de tantra, et pourquoi je viens proposer des voyages en Inde. C'est quoi mon expérience là-dedans? Alors, déjà, à savoir que j'ai toujours été une grande voyageuse depuis assez jeune, en fait, depuis mes 20 ans. Euh, et, euh, et donc, au fur et à mesure de mes voyages, j'ai commencé direct en Afrique, au Burkina Faso. Donc, c'était pas le pays le plus simple. À 20 ans, moi qui étais extra timide, qui découvrais la vie, en gros, je n'étais pas sortie de ma Picardie natale vraiment encore. Donc, j'avais beaucoup, beaucoup à apprendre, en fait. Mais je vais au plus vite pour vous partager, parce qu'il y a plein de voyages et bien sûr plein d'expériences. Mais mon premier voyage en Inde, j'avais 25 ans, c'était en 2008. Et pourquoi j'ai atterri là-bas, seule aussi, je voyageais seule à ce moment-là. Parce que en fait, je côtoyais beaucoup de voyageurs. Déjà à ce moment-là, je faisais des saisons d'hiver dans les stations de ski et ensuite, du coup, je partais le reste du temps pour quelques mois. Je découvrais des nouveaux pays à vélo, à pied. J'ai fait plusieurs choses. Euh, et, et donc, ce que j'entendais beaucoup de ces grands voyageurs qui m'inspiraient énormément, c'était que si j'étais encore jamais allée en Inde, il me manquait quelque chose. J'avais pas vraiment voyagé. J'avais pas vraiment vu ce que c'était en fait ce voyage. Et moi, dans ma tête, j'étais déjà allée donc en Afrique, au Burkina Faso, et c'était quand même un pays qui n'était pas évident pour moi à voyager. Je me disais, mais quoi, c'est encore plus dur que l'Afrique? Qu'est-ce que c'est ce pays en fait? J'étais pas du tout intéressée par la, la spiritualité ou la culture indienne en fait à ce moment-là, mais pas du tout. C'était juste à m'intriguer ces propos en fait. Donc, ben forcément, je suis arrivée en Inde et j'y suis restée 2 mois. Pour tout vous dire, les 15 premiers jours, ça n'a pas été super facile. Moi, j'y vais plutôt à ce moment-là. J'y allais plutôt à l'arrache, sans avoir décidé quoi que ce soit, sans avoir réservé quoi que ce soit. Donc, je débarque à New Delhi en pleine nuit. Bref, je vous passe les erreurs que j'ai faites, mais j'en ai fait. J'ai appris beaucoup de tout ça. Et au final, après les 2 semaines de love-hate relationship où j'adore, je déteste, je savais pas trop quoi y penser de ce pays en fait, parce que
il y avait plein de choses de nouveau en fait dans cette culture, dans la manière de faire. Enfin, c'était vraiment intense en fait. J'ai commencé en fait à plus aimer après 2 semaines en fait. Ce love-hate relationship s'est transformé en waouh, j'adore, c'est fascinant. Ça veut pas dire que c'était facile tous les jours, mais c'est ça qui m'a maintenue pendant 2 mois là-bas à continuer à explorer. À ce moment-là, la spiritualité ne faisait pas partie de ma vie, mais les voyages, l'ouverture, la découverte en fait. Et donc après tout ça, en fait, je sais pas si c'est une synchronicité ou pas. Mais juste après ce voyage-là, quand je suis rentrée en France, en gros, c'est là où ma vie a changé aussi. J'ai fini ma période de... j'ai arrêté ma relation. L'homme avec qui je restais, avec qui on faisait des saisons et à qui je partais en voyage, en fait. Donc on a arrêté notre relation et c'est à partir de ce moment-là où j'ai l'impression que ma vie, moi, a pris un tournant vraiment différent. Où j'ai continué à voyager toute seule, mais je cherchais aussi autre chose, en fait. Donc j'ai atterri au Canada, c'est là que j'ai découvert la spiritualité. Je sais pas pourquoi au Canada, mais c'est là où en gros, j'ai découvert des communautés un petit peu plus hippie, un petit peu plus ouvertes, un petit peu plus new age. Et j'ai commencé à méditer, j'ai commencé à faire du yoga, j'ai commencé à faire des retraites de méditation de 10 jours, en fait. Et donc au fur et à mesure, tout ça, ça m'a amené en Thaïlande, dans une école tantrique où au final je suis tombée en amour avec les enseignements et je suis restée là-bas pendant 6 ans euh, pleinement en fait dans cette école tantrique. Et c'est là où vraiment j'ai commencé à découvrir vraiment ce que c'était la spiritualité et ce que c'était le tantra aussi. On m'avait dit que c'était des choses reliées à l'intimité, à la relation, comment avoir de meilleures relations sexuelles ou ce genre de choses-là. Bon, au final, je me suis rendu compte que ça, c'était une version très limitée de ce que le tantra était. Et, euh, et en gros, je me suis ouverte plus à autre chose. En passant 6 ans là-bas, vous pouvez imaginer, vraiment intégrée dans une communauté tantrique 24 heures sur 24, en fait. Et l'Inde est réapparue en donc 2014, à 31 ans. C'était plus ou moins à cette période-là où justement je venais de... L'année d'avant, j'avais fait mon yoga TTC pour devenir prof de yoga. L'année qui a suivi la formation pour devenir prof de tantra. Et en fait, c'est après cette formation pour devenir prof de tantra que pour moi, il manquait quand même encore quelque chose. Je venais de finir la formation, j'adorais cette école. Justement, cette approche tantrique où le féminin est mis en avant aussi, mais je trouvais que des fois, la manière d'enseigner et de partager, ça restait encore très masculin. Et il y avait encore quelque chose qui ne me correspondait pas. Donc je me suis dit, j'en ai marre, je vais aller me chercher cette pratique qui me manque, je veux trouver une pratique féminine, spirituelle. Et donc, bah forcément, je suis allée en Inde. J'avais entendu parler d'une prof de danse classique indienne, moi qui adore danser aussi. Je me suis dit, bon, je vais aller chercher par là. Mais j'ai même pas regardé à quoi ça ressemblait la danse classique indienne. J'avais aucune idée en fait. J'étais même pas prise. J'étais sur liste d'attente en fait. de formation. Mais c'est pas grave. Je me suis dit, j'y vais quand même. Je vais me pointer à la porte. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Je me suis pointée à la porte de l'école le jour de l'ouverture, du rituel d'ouverture. Je dis, voilà, je suis sur liste d'attente. S'il y a quelqu'un qui est désisté, je suis là, je peux prendre sa place. Et en fait, au final, du coup, j'ai été acceptée comme ça. Et là, c'était la deuxième grande histoire d'amour de ma vie. Donc après le tantra, en fait, qui est rentré dans ma vie quelques années auparavant, la danse classique indienne, qui pour moi est devenue aussi une pratique tantrique, et est rentrée dans ma vie. Et c'est là que, en fait, tout ça, ça a joué vraiment un rôle super important. Parce qu'à partir de ce moment-là, bah, je revenais en Inde tous les ans pour aller retrouver cette prof, pour continuer à apprendre la danse classique indienne. Mais la danse classique indienne, c'était pas juste de la danse. C'était vraiment une pratique spirituelle en elle-même, comme je vous l'ai dit. Pour moi, c'était une continuité ou quelque chose qui me manquait dans ma pratique tantrique que j'apprenais donc toujours en Thaïlande, hein. Je revenais toujours en Thaïlande entre-temps pour continuer à apprendre, à me former, à enseigner là-bas. Euh, et en même temps, cette danse classique indienne, c'est ça,
qui m'a fait m'ouvrir et comprendre encore plus la culture de là-bas, l'hindouisme, la spiritualité, comment me comporter là-bas, comment rentrer dans un temple. Toutes les petites choses en fait qui font que je commence à comprendre la vie et les subtilités de la vie à l'indienne. Et pour moi, c'est ça qui m'a fait grandir encore plus mon amour pour la culture indienne, pour l'hindouisme et le tantrisme. Et donc depuis, en gros, j'y vais tous les ans pour continuer à pratiquer la danse avec d'autres profs maintenant. Mais aussi pas que pour ça, je fais mon petit pèlerinage tous les ans pour moi découvrir un nouveau site tantrique puissant. À chaque fois, je veux... Enfin, l'Inde, c'est énorme. Donc, il y a énormément de choses à apprendre, à visiter, à s'imprégner en fait. Et aussi, selon si on va dans le nord ou dans le sud de l'Inde, il y a plein de choses qui sont vraiment différentes aussi. Donc en gros, on peut passer notre vie là-bas à toujours découvrir de nouvelles choses et s'imprégner de cette culture de manière différente en fait. J'ai aussi, ben, entre parenthèses, travaillé aussi avec les Indiens. J'avais même construit ma ligne de vêtements pour femmes. Donc j'étais la designer et j'avais donc des couturiers en Inde qui faisaient les vêtements. Et je peux vous dire que c'est pas une expérience facile de travailler avec les Indiens. Mais bon, pour vous dire la- l'influence que l'Inde a eue dans ma vie et ce pourquoi je propose ce voyage aujourd'hui, en fait. Du moins ces 2 dernières années aussi. L'Inde, c'est vraiment un pays qui me fait vibrer de l'intérieur. Moi, pour moi, je vais là-bas pour me ressourcer aussi, spécialement tous les ans. C'est pas pour juste apprendre la danse classique ou continuer à pratiquer ou aller visiter des temples. Je vais faire ça, mais tout ça parce que c'est des pratiques qui, moi, m'aident à me ressourcer, à m'ancrer, à venir me remplir après par rapport à la vie en France, comme vous la connaissez en fait. Des fois, je me perds aussi dans cette vie en France, dans tout ce qu'elle nous offre en fait. Et pour me ressourcer spirituellement, en fait, ben, j'aime bien aller là-bas. Et ça m'aide beaucoup. Hum, Donc voilà un petit peu pour cette première présentation de qui je suis et pourquoi je propose ça. Euh, et ce voyage, pour moi, il est vraiment initiatique. Je l'appelle voyage initiatique parce que l'Inde, elle est là pour enseigner. Alors vous vous souvenez peut-être de ces personnes qui m'ont inspirée au départ quand je commençais à voyager, qui me disaient tant que t'es pas allé en Inde, t'as pas vraiment voyagé en gros. Et moi, dans ma tête, je disais, mais c'est quoi ce délire, quoi? Est-ce que c'est vrai, tout ça? Euh, alors, je dirais pas, c'est pas que t'as pas voyagé, mais on va dire que si la spiritualité est quelque chose qui t'interpelle, qui t'intrigue, qui t'appelle, aller voyager en Inde, je pense que c'est une étape évidente, en fait, pour ça. L'Afrique, enfin, c'est aussi un pays spirituel, mais c'est une spiritualité différente. Euh, et, et au final, l'Inde, mais elle va venir nous transformer, nous ouvrir les yeux sur plein de choses. Et là, justement, j'aimerais vous partager ben, un petit peu les leçons que moi j'ai reçues en Inde, euh, et ce que j'ai appris là-bas, ce qui m'a fait shifter. Mais alors, attendez, avant, j'ai vu qu'il y avait des petites choses dans les commentaires. Donc, ouais. Par rapport aux premières questions que j'avais posées, découvrir l'Inde à travers toi, à travers ton regard personnel. Découvrir le tantra plus près de la source, exactement. Le tantra vient euh, de l'Inde, principalement du nord de l'Inde, mais on voit ses influences partout en Inde. Et donc, Florence, depuis des années, je suis attirée par l'Inde. Je compte m'y rendre en décembre et je souhaiterais combiner mon voyage avec ta proposition. Ton approche connectée m'intéresse car je sais combien ce pays est important pour toi. Je suis curieuse de tous les trésors euh, que tu es en mesure de nous partager. Et ben, merci beaucoup pour vos partages. Alors, les
Chose que l'Inde m'a apprise. Je dirais la première chose super importante, c'est le lâcher prise. Le lâcher prise et la patience. Si vous pensez que vous êtes une personne patiente, venez en Inde. Et là, vous allez vous faire tester et on va voir vraiment si vous êtes patiente ou patient. Mais faut prendre ça comme un grand jeu, en fait. Euh, Parce que très souvent, l'Inde, on a beau avoir décidé un voyage, préparé tout ce que vous voulez, probablement que ça va pas se passer comme prévu. Probablement qu'il va y avoir des choses qui vont, des stands qui vont fermer, des rencontres qui vont être différentes, un train qui tombe en panne, un bus qui tombe en panne, et du coup vous pouvez pas aller. Enfin bref, il y a toujours des choses qui vont être là pour vous surprendre. Et donc là, si on commence à se débattre contre tout ça, là, vous allez vraiment pas avoir une bonne expérience dans ce pays. Et justement, la mentalité indienne, cette culture indienne, elle est vraiment là dans le OK, bah, c'est la vie, c'est Om Namah Shivaya, comme on dit là-bas. Et justement, c'est apprendre à lâcher prise. Toutes ces choses qui se passent, elles se passent peut-être pour de bonnes raisons. Et peut-être qu'il y a autre chose qui viendra sur votre chemin pour remplir ce que vous recherchez en fait. On va s- Très souvent, on arrive dans un voyage en ayant un but, en se disant, ce voyage-là, je le fais pour ça, j'y vais pour apprendre ça. Et au final, ben, le voyage peut-être va nous donner autre chose. Et spécialement avec l'Inde, on pense venir avec une direction, avec une idée précise de ce que l'on veut apprendre ou les expériences que l'on aimerait avoir. C'est peut-être à ce moment-là que justement elle va venir bien nous bousculer et nous dire non, 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 toi, tu as besoin d'apprendre ça là maintenant. Donc laisse ça te tomber. Peut-être plus tard. Mais là maintenant, c'est pas ça dont tu as besoin. Donc, elle va chambouler en fait, cette terre. Elle chamboule. Euh, Et aussi, l'Inde, c'est aussi un pays assez vivant, on va dire ça comme ça. Il me semble que c'est passé là maintenant comme le pays étant le plus peuplé au monde. Ou si c'est pas le plus peuplé, c'est le deuxième plus peuplé. Et ça, je peux vous dire que on le ressent énormément. Il y a du monde partout, constamment. Et donc, du coup, ça veut dire du bruit, de la vie, enfin, il y a tout ça, c'est vivant. Et du coup, on pourrait dire, avec notre côté euh, occidentale, que bah, c'est un peu le chaos, c'est pas organisé tout ça, enfin, c'est le bordel. En fait, des voix dans les rues, la manière dont ça fonctionne, le trafic, les voitures, enfin, les tuk-tuk, comment ils passent. Mais en fait, c'est un chaos organisé. Vous allez comprendre une fois que vous mettrez les pieds là-bas. Mais, mais ils s'en sortent, en fait, avec ce flot, justement, ce lâcher-prise, cette patience. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Je me souviens encore parce que je conduis une petite mobilette là-bas dans certains, dans certaines villes de l'Inde. Alors c'est pas qu'à faire quand on n'a jamais conduit de moto, de mobilette et de scooter ou quand on débarque pour la première fois en Inde. C'est pas forcément quelque chose que je recommande. Mais je me souviens après quelque temps, j'apprenais à une copine de la danse à conduire aussi. Elle flippait vraiment beaucoup à l'idée de traverser le grand. Et donc, il y a une technique, on se colle derrière une voiture, on se met à côté, on suit la voiture, tu t'arrêtes pas, tu suis. Et comme ça, bref, la voiture, si elle s'arrête, tu t'arrêtes. Mais au final, ce que je lui disais, c'est que même si en plein milieu du carrefour, quand tu as des voitures qui viennent de tous les côtés, ben tu t'arrêtes. Si c'est en France, là, c'est le bordel. Au final, tu vas te faire klaxonner, il y a vraiment un grand danger. Mais dans un sens, si tu es en Inde, les gens, ils ont tellement l'habitude d'avoir des vaches au milieu de la route ou je ne sais quoi au milieu de la route, bah, ils vont t'éviter. En fait, au contraire, c'est genre, c'est super safe, en fait, même si t'es paumé et que t'arrives pas à traverser la dernière rangée de la route, t'es en plein milieu, t'inquiète, ça va aller. Ça, c'est avéré vrai. Enfin bref, voilà, pour vous parler un petit peu de toute cette vie et justement, cette offrande de arrête de trop penser, arrête de vouloir trop organiser, lâche prise et sois patient, sois patiente.
Euh, L'une des grandes choses aussi pour moi qui était importante en Inde, et qu'on ne voit pas du coup aussi dans nos pays, c'est honorer et respecter la force d'une lignée, d'un enseignement. Le tantra, normalement, il y a une lignée, il y a des enseignements qui sont transmis de gourou à disciple. Peut-être que vous n'aimez pas le mot gourou, d'enseignant à disciple, à étudiant. Et en fait, là-bas, c'est encore très présent. On respecte ça, on respecte la force de la lignée. C'est ce qu'on appelle Guru Shisham Parampara. Et c'est comme ça que normalement une tradition est passée. C'est comme ça que des enseignements sont donnés. À travers la danse, j'ai vécu ça. À travers les enseignements tantriques, il y a encore ça. Quand on arrive à trouver les enseignements de tantra classiques, c'est pas. On peut croire parce qu'on est en Inde que c'est commun, mais en fait non, ça ne l'est pas. C'est dur à trouver. Mais il y a encore ça, un respect d'une lignée. Et pour moi, je trouve que c'est beau, même si c'est sûr que on vit dans un monde moderne où il y a plein de choses aussi qui changent, mais d'avoir des enseignements millénaires qui sont encore respectés et honorés de cette manière-là, et non pas perdus dans des trucs super New Age constamment. euh, bon, bref, on verra ce que ça donne plus tard, mais je pense que c'est des choses à sauvegarder, en fait, qui sont importantes à sauvegarder. L'une des choses qui m'a été enseignée en Inde, et ça c'est pareil, c'est vraiment pas quelque chose que on retrouve en France, par exemple, c'est la dévotion. Euh, L'ouverture du cœur. La culture indienne, elle est basée sur le cœur. Et ouais, des fois le cœur ça peut être aussi chaotique. Mais c'est vraiment la base, en fait. Et donc, rien que de se balader dans les rues, en fait, de voir les sadhus, de voir, après, si on rentre dans les temples, la dévotion des gens, juste des simples habitants qui ont traversé des fois l'Inde entière pour venir passer juste quelques heures dans un temple et recevoir le darshan, donc voir la divinité principale du temple, juste pour quelques instants, et de voir dans leurs yeux la dévotion, ça, c'est leur pèlerinage de l'année, en fait. Pour eux, il y a des bus entiers qui se déplacent. Bon, il y a du tourisme en Inde, oui, mais il y a beaucoup de tourisme spirituel. Il y a des bus entiers qui se déplacent dans des énormes lieux, des temples qui sont chargés, en fait. Et donc, ce- ce- ces cultes, ces rituels, ces pujas qui sont faits dans les temples, c'est pas du tourisme. Comme on pourrait voir ici, en fait, c'est vraiment des choses qui sont faites tous les jours, plusieurs fois par jour, et qui sont vivantes depuis des centaines et des milliers d'années, en fait. Et tout ça, ça se ressent, parce que le lieu est chargé en lui-même. Et donc pour moi, au départ, la dévotion, c'était un concept, c'est quelque chose qui m'attirait, mais c'est vraiment en allant en Inde, en étudiant aussi la danse classique indienne, parce que des fois on te demande d'incarner la divinité et dire, ou le dévot. Et maintenant, on te dit, maintenant, imagine-toi que tu es devant Shiva et tu le vénères, blablabla. Je dis, mais comment je peux faire passer ça, que je vénère Shiva à travers mes yeux, sans parler ou quoi que ce soit? Enfin, l'Inde, en fait, va vraiment amplifier euh, cette ouverture du cœur et cette dévotion. Du moins pour moi, c'est ce que j'ai pu observer. Et pas que pour moi, en fait. Dans les retours que j'ai eus par rapport aux personnes que j'ai amenées au dernier voyage, c'était aussi l'une des choses les plus importantes qui ressortait la plupart du temps, en fait. L'Inde, c'est une terre spirituelle. Et là, ici, on va rencontrer le sacré différemment. On va pas le rencontrer le sacré intellectuellement. Parce que nous, très souvent, ce que j'ai l'impression que, moi, ce que j'observe en France, c'est qu'on étudie des textes, on regarde tous ces concepts, ouais, on voit des textes de tantra classique même peut-être. Mais tout ça, ça reste juste intellectuel. Et en Inde, on y va pour ressentir ça, pour ressentir l'amour, ressentir cette dévotion.
ressentir cette spiritualité à travers les temples, à travers les lieux, les rituels, les pujas, à travers la dévotion dans les yeux de la femme qui va vous vendre les fleurs que vous allez offrir, en fait. Donc c'est vraiment, ouais, c'est vraiment une terre qui ouvre là-dessus. Euh, et donc, oui, c'est une terre où forcément, où le tantra est originaire de là-bas. Donc, il y a différentes branches dans le tantra. Mais très souvent, donc comme je vous l'ai dit, il vient plus du nord de l'Inde, mais dans le sud, dans l'état du Tamil Nadu aussi, il y a... Enfin, en gros, l'hindouisme, ensuite, tel qu'on le connaît aujourd'hui, il a été très inspiré par le tantra, en général. Euh, et donc, on va retrouver ça, même à travers chacun des temples, la manière dont ils font les rituels. Ça, j'en parlerai beaucoup plus pendant le voyage, en fait. Mais il y a cette influence tantrique dans tout ça. Même si en ce moment, en Inde, comme je vous l'ai dit, le tantra ne se trouve pas facilement. Il y a encore pas si longtemps que ça, lorsque vous alliez en Inde et que vous mentionniez le mot tantra, c'était l'équivalent de la magie noire. Donc c'était pas forcément bien vu encore il y a pas si longtemps que ça. Ça change, bien sûr. Bien sûr, aussi là-bas, ils s'ouvrent et ils sont sous l'influence de l'Occident et il y a des choses New Age aussi qui commencent à arriver aussi là-bas. Ça veut pas dire que vous allez être en Inde et que vous allez forcément trouver des enseignements originaux aussi, hein. Euh, mais il y en a certains. Euh, Il y a des ashrams que l'on peut... donc, autres que les temples, il y a des ashrams aussi, il y a des différents enseignements. Et bref, il y a tout ça qui va venir inspirer et transformer. Et donc, ce que j'ai pu observer aussi chez les participants, donc ben, en gros, tout ce que je vous ai mentionné là, par exemple, le lâcher prise euh, et lâcher le contrôle, mince, je retrouve plus mon mot. La patience, c'est des choses qui reviennent forcément. Très souvent, au départ, ils sont choqués par le bruit qu'il y a là-bas. Parce que c'est vivant. En fait, une fois que vous arrivez là-bas, tous vos sens vont être stimulés comme jamais auparavant, probablement. Peut-être qu'il y a certains autres pays auxquels je ne suis pas encore allée, où il y a ça aussi, hein. J'avoue que je ne sais pas. Mais l'Inde, pour moi, ça a été le pays le plus intense pour ça. Par rapport aux odeurs, il peut y avoir des odeurs d'encens, de fleurs, des odeurs magnifiques, comme des odeurs d'urine, d'excréments, des choses dégoûtantes, d'égout. Tout ce que vous allez voir, c'est pareil. Il peut y avoir des temples magnifiques, des sculptures magnifiques, et en même temps, euh, des mendiants, des lépreux, des gens sans membres. Enfin, tout ça, en fait, c'est tout vit ensemble, en fait. Euh, et donc, ouais, ça fait partie de cette découverte. Euh, alors, je regarde mes notes. Et donc, ouais, on sait jamais à l'avance ce que ce type de voyage va nous apporter. On peut venir, comme je vous l'ai dit, avec une idée, une envie. Et aussi, l'Inde, elle va toucher chaque personne de manière différente. Même dans le même groupe, même quand je leur demande qu'est-ce qui t'a touché le plus, il y en a qui vont mentionner une chose et une autre personne qui va mentionner autre chose, en fait. Donc, il y a vraiment plein de choses différentes qui vont être là pour combler euh, une partie de vous, en fait. Et voilà, donc c'est pas que ce voyage va toucher tout le monde de la même manière, en fait. Alors, est-ce que ça va jusqu'à présent? Ouverture du caraïette. Ça va, ça vous fait pas trop peur? Vous êtes toujours... Ça vous donne envie? Il y a peut-être des questions qui arrivent là. Notez-les, notez-les, je vais prendre vos questions à la fin. Oui, mes yeux pétillent. C'est un pays que j'adore, donc forcément.
Forcément, c'est la chose que je préfère préparer et proposer en fait. Ces 2 dernières années, j'ai réalisé que par rapport, enfin, au stage, au cours en ligne, j'adore hein, aussi faire ça, mais le voyage, il y a vraiment une place particulière dans mon cœur. Mais par contre, c'est probablement la chose la plus dure à faire et à organiser spécialement en Inde. Vous comprendrez une fois sur place. Et à la fin, je suis exténuée, mais je ne peux pas imaginer maintenant ne pas le proposer parce que vraiment, vraiment, j'adore ce pays. J'adore faire découvrir ce pays à des personnes ben, comme vous qui sont sur la même longueur d'onde que moi. Parce que l'Inde, c'est clair que vous pouvez faire plein de voyages différents en Inde et selon si vous faites accompagner ou pas, ça va avoir la couleur de la personne qui va vous accompagner en fait. Donc moi, pour moi, c'est important d'amener des gens qui sont intéressés par ce côté spirituel, qui veulent apprendre un petit peu plus de tout ça, qui veulent comprendre et s'intégrer à cette culture indienne et à l'hindouisme et au tantrisme en fait. Pour moi, ça va au-delà de juste aller visiter des temples. Parce que moi, j'adore les temples, hein. Donc c'est sûr, vous allez en voir des temples. Mais en même temps, c'est là-bas que l'on fait nos pratiques, en fait. C'est là-bas qu'on va s'asseoir, qu'on va méditer, qu'on va ressentir, qu'on va s'imprégner de cette dévotion. Donc moi, pour moi, quand je vais en Inde et mes pratiques, je vais faire, je vais dans le temple pour faire mon heure de méditation, en fait, avec mon mantra. Et, euh, et j'adore ça, parce qu'après, quand je ressors, mon énergie est vraiment différente, en fait. Bref, je vous laisse regarder, observer tout ça. Donc ouais, en fait justement c'était un petit peu qu'est-ce qu'on peut espérer vivre dans ce type de voyage. Comme je vous le dis, c'est pas juste visiter des temples ou visiter des beaux lieux, c'est plus la manière dont on va y rentrer. Moi en fait, honnêtement les premières fois en Inde, je comprenais strictement rien. Personne ne m'avait expliqué quoi que ce soit, j'y connaissais rien aux dieux, aux divinités, au tantra, à la spiritualité, au yoga, rien du tout. Et même après avoir eu quelques connaissances là-dedans quand j'y suis retournée. En plus, selon les parties de l'Inde, des fois c'est vraiment différent. Les comportements dans les temples sont différents. On ne fait pas la même chose dans l'Inde du Nord et dans l'Inde du Sud aussi. Et donc il y a plein de choses comme ça que j'ai dû apprendre moi-même euh, en observant, en posant des questions. Et ouais, ça prend du temps en fait à ce que tout ce chaos organisé fasse du sens en fait pour notre mental occidental qui veut toujours essayer de comprendre tout et tout analyser. Parce que moi aussi, hein, je suis comme ça, j'ai envie de tout comprendre aussi, hein. Même si, bien sûr, cette voie m'a montré d'autres choses maintenant. Donc, comme je l'ai dit, c'est bien plus que aller visiter des beaux lieux. Là, en gros, je vais vous donner les informations, vous expliquer les choses, en fait, sur, par exemple, comment euh, entrer dans un temple, comment vous comporter dans le temple, à quel moment quoi regarder, à quel moment faire ce geste. Enfin, il y a tellement de choses, comment les temples sont construits, qui sont un relief, qui sont un reflet du corps humain aussi, par exemple. Donc tout ça, c'est des choses que vous allez apprendre, recevoir, donc recevoir des clés sur comment s'imprégner et comment du coup ressentir, en fait, avoir les outils nécessaires pour justement ne pas vous poser trop de questions et essayer de chercher et analyser tout, en fait. Mais justement, maintenant que vous avez des clés en main, vous allez pouvoir rentrer dans ce flot et être à l'écoute, être dans cette ouverture du cœur, peut-être dans la dévotion, dans l'admiration, dans la réflexion, dans la méditation, en fait. Euh, donc voilà, c'est lâcher prise, humilité, présence, dévotion, tout ça, ça va être invoqué en fait à travers ce voyage. Hum, Donc, je vous propose une petite visualisation de quelques minutes pour vous donner un petit goût de à quoi ça pourrait ressembler. Ok? Ça vous va? Alors, attendez. Aya, tu veux savoir le voyage 2026, le dernier voyage, ou tu veux savoir le prochain voyage? Les deux?
Alors, au cas où, posez-moi des questions plus concrètes à la fin exactement sur ce que tu veux savoir sur le voyage, parce que moi, je peux parler des heures hein, du voyage, ça, il y a pas de problème. Euh, ok, et Florent, je répondrai à ta question aussi hein, à la fin. Donc, je vais vous mettre un petit peu de musique. Dites-moi si vous l'entendez. Ok. Est-ce que vous entendez la musique là, ici ou pas? Non. Ok. Toujours pas? Toujours pas. Ok. Alors. On entend des bribes en fait. Attendez, je vais juste changer un setting en espérant que ça fonctionne. Ok. Toujours pas de musique pour vous? Ok. Alors, on va passer à autre chose. Est-ce que là, moi, vous m'entendez toujours bien? Ok. Ah. Maintenant, c'est toi qu'on n'entend plus trop là. Pardon? Voilà, on t'entendait presque plus. Maintenant, c'est bon, je pense. Vous m'entendiez presque plus? Là, c'est bon. Ouais, c'est bon comme ça? Super. Alors, je vous invite à fermer les yeux. Et donc, en fait, à travers cette visualisation, Faut monter plus la voix par rapport à la musique. vous voulez un peu plus de musique? Plus de voix. Ah, De plus de voix. voix. Baisser la musique. Est-ce que là, comme ça, c'est mieux? Ouais? Super. Merci pour les retours. Alors, le but ici avec cette visualisation, c'est déjà non pas juste entendre parler du voyage, mais de commencer à ressentir l'atmosphère. Ouais. Donc, fermez les yeux, installez-vous confortablement et prenez une inspiration un petit peu plus profonde. Inspirez par le nez et on peut expirer par la bouche. Encore une fois, inspire par le nez et on expire par la bouche.
Prendre maintenant une respiration, un rythme naturel, sentir le poids de votre corps, le contact sur la chaise, sur le sol, le canapé. Et vous n'avez rien à réussir spécialement ici. Il n'est pas nécessaire d'avoir des images parfaites de former par rapport à ce que je vais vous proposer. Vous pouvez simplement vous laisser traverser par des sensations, des sons, des couleurs, des impressions. Donc, imaginez maintenant que vous vous réveillez en Inde. Le jour s'est déjà levé et à l'extérieur, la ville est déjà pleinement réveillée. Et là, vous entendez les voix des gens dans la rue, les scooters, des tuk-tuk, des klaxons, peut-être même une cloche d'un temple au loin qui résonne. Le son d'un chant ou d'un mantra qui est diffusé à l'entrée du temple. Vous imprégnez de tous ces sons. Prenez maintenant quelques instants pour vous préparer, puis vous sortez rejoindre le reste du groupe. Dans la rue, tout semble déjà en mouvement. Vous croisez des femmes qui portent dans leurs cheveux des fleurs de jasmin. Vous sentez le parfum de ces fleurs du jasmin, l'odeur de l'encens, l'odeur de la terre, du thé chaud, des épices qui commencent déjà à cuire dans les petites échoppes. Et là, ici, vous rejoignez le reste du groupe. Vous n'avez pas besoin de chercher votre chemin. Vous n'avez pas besoin de négocier un transport, de trouver le bon temple ou d'essayer de comprendre tout seul ce qui est en train de se passer. Le cadre est déjà là. Vous pouvez simplement être présent. Là, ici, on monte toutes ensemble dans plusieurs tuk-tuk. Et là, le trajet commence. Autour de vous, il y a cette circulation qui paraît désordonnée. Les véhicules qui se croisent, qui se dépassent, ils répondent avec leur klaxon. Tout ça dans le chaos organisé de l'Inde. Les couleurs, les sons et les mouvements se succèdent. Puis peu à peu, une grande tour sculptée apparaît devant vous, que l'on appelle le Gopuram du temple. Il s'élève au-dessus des rues. Et là, le tuk-tuk s'arrête. Vous descendez avec le groupe et nous avançons ensemble vers l'entrée du temple. Et avant de pénétrer dans le temple, on retire nos chaussures. Là, vous sentez la pierre sous vos pieds. Autour de vous, des familles arrivent avec des guirlandes de fleurs, des noix de coco, des fruits et d'autres offrandes dans leurs mains. Là, vous franchissez la première enceinte du temple. À l'intérieur, on prend le temps de s'arrêter tous ensemble. Et devant vous se trouve une grande sculpture représentant une divinité, entourée de symboles que vous saurez peut-être, vous ne saurez pas, peut-être encore les reconnaître seuls. Là, je vous raconte l'histoire mythologique reliée à cette divinité, sa symbolique,
la position de ses mains, la signification des objets qu'elle tient. Et là, peu à peu, cette sculpture, c'est plus simplement juste une belle image ou une forme étrange taillée dans la pierre. Elle commence à raconter quelque chose. Vous comprenez ce que cette divinité représente, la force particulière qu'elle incarne, la manière dont elle est reliée à ce temple et aux personnes qui viennent ici la vénérer. On reprend ensuite notre marche vers le cœur du temple. Et plus on avance, plus la lumière devient sombre, plus les murs de pierre gardent la chaleur, la fraîcheur. Les sons résonnent davantage. Vous entendez les cloches, les récitations des prêtres, les voix des dévots qui répètent peut-être le nom du divin ou d'un mantra. Vous percevez l'odeur intense du camphre, de l'encens, des fleurs et des huiles. Il y a du monde. Et des personnes se rapprochent du sanctuaire principal. D'autres tendent leurs offrandes. Certains joignent les mains en namasté ou murmurent une prière. Et vous êtes pris vous aussi dans cette effervescence. Vous ne comprenez peut-être pas chacun des gestes, mais vous n'êtes pas complètement perdu. Vous avez reçu quelques clés. Vous savez vers qui les personnes se tournent. Vous savez un peu mieux ce que cette forme représente et pourquoi ce lieu est sacré pour elle. Et ensuite vient le moment où vous apercevez la divinité principale du temple. Peut-être seulement pour quelques instants. Dans la lumière des flammes, au milieu des fleurs, des tissus et des gestes du prêtre. Et dans la tradition indienne, ce moment, il est appelé le darshan. Le darshan, c'est le fait de voir la divinité, mais aussi de se rendre disponible à être vu par elle. Et là, vous n'avez pas besoin d'adhérer à une croyance particulière. Vous pouvez simplement vous tenir là, regarder, respirer. Et là, en face de vous, le prêtre vous tend un peu de poudre sacrée. Vous présentez votre main droite pour la recevoir et vous l'appliquez doucement sur le front, comme on l'a appris ensemble. Et observez ce que cette rencontre fait naître en vous. Est-ce qu'il y a peut-être des émotions, de la curiosité, du silence, peut-être de l'incompréhension, ou peut-être rien de particulier? Il n'y a rien à forcer là ici. Ensuite, nous sortons doucement de l'espace du sanctuaire. On retrouve un endroit un peu plus calme dans l'enceinte du temple. Un espace où il est possible de s'asseoir quelques instants sur la pierre. Et là, on prend place, en groupe. Et alors que le son du temple continue à être autour de nous, les chants, les pas, les voix, la vie ne s'arrête pas. Mais au milieu de tout ça, vous prenez le temps d'intégrer. Peut-être que vous choisissez de revenir au mantra qu'on avait pratiqué ensemble le matin. Et vous le répétez intérieurement. Non pas pour vous couper de ce qu'il y a aux alentours, mais pour rentrer encore un peu plus en profondeur, en relation avec le lieu, en relation avec cette divinité.
Et chacun vit quelque chose de différent là ici. Et pourtant, vous venez juste de partager un même passage, un même lieu, un même moment de présence. Et lorsque vous quittez finalement le temple, la lumière extérieure vous saisit à nouveau. Vous retrouvez les couleurs de la rue, les tuk-tuk, les vendeurs de fleurs et l'agitation. Mais quelque chose est peut-être légèrement différent. Pas quelque chose spécialement de spectaculaire, peut-être simplement une sensation, une image, une question, une ouverture. Et maintenant, prenez un instant pour observer ce qui se passe dans votre corps. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous vous imaginez vivre cette expérience? Est-ce qu'il y a de la curiosité, de la joie, de l'appréhension, peut-être une peur qui cohabite un peu avec plein de mixed feelings là ici? Laissez simplement cette sensation être là. Et puis, tout doucement, vous allez pouvoir prendre une inspiration un petit peu plus profonde. Sentez à nouveau le contact de votre corps avec la chaise, le sol, le coussin. Et revenez doucement dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Et lorsque ce sera juste pour vous, vous allez pouvoir réouvrir les yeux. Alors, bien sûr, cette visualisation, elle ne peut pas évidemment reproduire l'Inde réelle, qui sera, elle, encore plus vivante, plus intense et encore plus imprévisible. Mais au moins, ça peut vous donner une sorte d'idée de la manière dont on va aller rencontrer les lieux. Alors, ok. Alors maintenant, on va pouvoir passer à, à la présentation concrète du voyage. Alors, qu'est-ce qui va se passer pendant ce voyage? Donc, c'est le troisième. Ok, d'autres personnes qui arrivent. Ah, super. Tatiana, Tatiana et Xavier qui sont là aussi. Euh, alors, donc les dates du prochain voyage, c'est le 19 janvier au 4 février 2027. Donc ça, c'est les jours d'arrivée. On va tous se retrouver, c'est la journée d'arrivée et de départ. Donc on va tous se retrouver l'après-midi du 19 janvier et le 4 février, en gros, on a le petit-déj et ensuite chacun prend son vol. Ou vous pouvez aussi rester en Inde si vous voulez. Donc, je vous montre un petit peu euh, l'itinéraire, en fait, aussi. Comme ça, vous l'avez. Peut-être que vous n'avez pas encore. Euh, peut-être que vous ne voyez pas. Enfin, exactement où est-ce que c'est, en fait. Donc, en fait, le Tamil Nadu, c'est vraiment. Vous voyez bien la carte là? Ouais. Donc là, vous voyez l'Inde et l'État du Tamil Nadu, c'est vraiment l'État du sud. De l'autre côté, c'est le Kerala, donc qui fait aussi partie du sud. Donc on a vraiment être dans la petite pointe du sud pour ce voyage-là. C'est déjà énorme, tout ça. Et ensuite,
Donc pour vous montrer aussi, tac, 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 l'autre carte. Euh, mm. Voilà, donc ça c'est le circuit. Donc en gros, on commence ici à Chennai, c'est l'aéroport à laquelle vous allez arriver. Donc la première nuit, et ensuite on va aller à Tiruvannamalai, ici. Je vous montre là vite fait, ensuite je vous montrerai autre chose. On va rester quelques jours à Tiruvannamalai, la ville de Shiva. Ensuite, là, ça sera le plus long trajet de bus que l'on aura. On va aller à Madurai, on s'arrêtera en route sur un temple pour faire aussi une petite pause. Bien sûr, on mangera sur la route aussi, par ici. Ensuite, donc on ira à Madurai. Donc Tiruvannamalai, l'énergie de Shiva. Madurai, l'énergie de Shakti. Vraiment, vraiment différent les énergies des lieux. Donc quelques jours à Madurai. Ensuite, on reprendra notre bus. On a notre bus privé, hein, notre minibus qui va nous accompagner tout le long du voyage. On arrive à Kumbakonam, la ville aux 1000 temples. Pour quelques jours, on arrive ensuite à Chidambaram, encore un haut lieu sacré dédié à Shiva. Et ensuite, la dernière semaine, on va la passer entre Pondichéry et Auroville. Donc là, on est déjà un petit peu plus au retour en France, c'est l'ancienne colonie française. Et je vous explique un petit peu plus en détail euh, ce que l'on va y faire. Et pour ça, je vais vous partager d'ailleurs euh, l'autre page, celle-ci. Donc ça, vous avez toutes les infos donc sur la page de présentation en ligne. Oups. Et donc, là, je voulais vous montrer ça pour... elle est super belle, cette vidéo que Xavier, certains connaissent, a fait pendant le premier voyage. Et donc, un témoignage aussi d'ailleurs, François, si vous voulez être en contact avec quelqu'un qui a fait le voyage, il est prêt à être mis en contact avec vous si vous avez des questions et que vous voulez lui parler directement. Je peux vous partager son numéro WhatsApp. Il n'était pas dispo ce soir, mais il est totalement joignable si vous avez des questions directement. Donc, comme je vous l'ai dit, on arrive à Chennai, on prend une nuit pour arriver, on a notre première rencontre de groupe dans l'après-midi. Ensuite, Tiruvannamalai, c'est Arunachala. Cette grande montagne, c'est ce qu'on appelle Arunachala. La montagne de Shiva, il y a un énorme temple de Shiva, c'est l'élément du feu qui est vraiment présent là-bas. Donc là, ici, dans les activités principales, il y a l'ashram de Ramana Maharashi, qui est un grand maître euh, indien où on va aller pouvoir passer du temps dans cet ashram, on va pouvoir aller monter un petit peu dans Arunachala, dans cette montagne, et justement passer du temps dans les grottes où Ramana Maharashi et d'autres maîtres spirituels passent des temps. Donc c'est des lieux qui sont vraiment chargés en fait. Il y a le grand temple Arunachaleshvarar, c'est le temple de Shiva où vraiment c'est une expérience de vous allez recevoir probablement votre premier darshan dans ce temple qui est bien bien puissant. En profitant que c'est encore possible et de d'y rentrer parce que ça devient de plus en plus compliqué, il y a de plus en plus de monde. Et bien sûr, tout autour, il y a plusieurs autres temples de Shakti. On, on a un espace pour du yoga, de la méditation aussi, si on le souhaite. On va rester dans un ashram qui est occidentalisé, on va dire. Mais on a une salle rien que pour nous. Et le fameux Giri Valam Pradakshina, où on marche, en fait, c'est un pèlerinage de 14 kilomètres autour de la montagne de Arunachala. Et une fois par mois, pendant la pleine lune, des milliers et des milliers, je n'exagère pas, de personnes viennent là-bas pour faire justement le tour de cette montagne parce que c'est very, very auspicious de faire le tour de la montagne justement à cette période-là de l'année, du mois. Donc on le fera avec cette foule de gens. Si vous voulez regarder l'un des derniers Reels que j'ai posté sur Instagram, c'était justement sur Tiruvannamalai, vous avez quelques images sur ces lieux. Donc l'ashram, le grand temple de Shiva.
Ensuite, on va descendre. Là, cette fois, on arrivera à Madurai, la plus ancienne des cités tamiles. Et donc là, l'énergie change complètement. Ce temple-là, c'est un temple dédié à Shakti, à l'une forme de Shakti qui s'appelle Minakshi. Donc là, vraiment, c'est autre énergie, beaucoup plus douce. Il va y avoir des cérémonies, des pujas que l'on va pouvoir aller observer. Il y a différentes choses. Il y a aussi une école védique avec des enfants qui étudient justement pour devenir prêtres. On va aller visiter tout ça. Différents marchés aux fleurs ou aux bananes. Enfin, il y a plusieurs choses que l'on va pouvoir aller visiter à Meenakshi. Un moment de yoga en nature aussi, par exemple. Voilà. Ensuite, on va aller à Kumbakonam, la ville aux 1000 temples. Donc sur la route aussi, là, on va arriver dans des temples. Il y a certains temples qui sont très grands, il y a certains temples qui sont plus petits, qui sont certains très touristiques, d'autres pas du tout. Et certains sont classés à l'UNESCO. Et dans le coin de Kumbakonam, il y a des temples qui sont extrêmement bien préservés, où justement, il y a plusieurs temples classés au patrimoine mondial de l'UNESCO que l'on va voir. Il y a toujours pour certains des rituels qui sont faits, mais là, c'est plus par rapport au niveau des sculptures et ce que la qualité de la beauté du monument, en fait. Là-bas aussi, on va visiter un atelier de fabrication de murti, de statuettes. Ils vont vous expliquer de A à Z comment ils sont faits parce que c'est vraiment le village au monde où ils fabriquent encore ces statuettes aux 5 métaux. C'est les statuettes qui sont chargées, euh, qu'ils utilisent spécialement dans les temples. Donc il y a tout ça et aussi un temple de la Lita de Shakti, plus petit. C'est mon petit bijou à moi, en fait, où on va aller visiter tout ça. Donc là, vous voyez, par exemple, des images du type de statuettes qu'ils peuvent faire aussi dans ces ateliers. Ensuite, on arrivera à Chidambaram, le sanctuaire de Nataraj. Donc là, c'est encore une ville dédiée à Shiva. Mais cette fois, c'est plus avec l'énergie du feu, c'est l'énergie de l'éther. C'est un temple magnifique, énorme, euh, où, bref, il y a plein de rituels qui sont faits. Là, on y va vraiment pour ce temple-là, en fait. Là-bas, il y a énormément de choses à voir dans ce temple. Et ensuite, on terminera avec Pondichéry et Auroville. Donc, au départ, c'est très intense. Vous allez voir, Tiruvannamalai, je vais vous en mettre plein dans le visage, là. Et après, au fur et à mesure, ça va se calmer. Pondichéry et Auroville, on va aller visiter donc le Matrimandir que vous voyez là, l'image principale, ce grand globe doré qui est vraiment euh, époustouflant pour sa structure, sa vision. Enfin, vous allez comprendre du coup tout ça. Donc, l'ancienne colonie française avec donc un des grands maîtres indiens aussi, Sri Aurobindo, et sa compagne en gros qui était française d'ailleurs. Et donc, la mère a voulu créer cette ville, Auroville, qui est donc une cité. Il voulait créer une cité alternative, autosuffisante, en fait. C'est toujours en projet. Euh, le projet n'est pas terminé. Il continue à le faire grandir, en fait. Et ça, le Matrimondial, c'est le monument principal central. Donc, on va aller visiter tout ça, visiter des marchés, la ville blanche de Pondichéry, où il y a les rues avec des noms français. Et c'est là aussi que vous allez avoir rencontré ma prof de chant, rencontré ma prof de danse, faire les derniers rituels. Là, il y aura moins de temples. Il n'y aura pas de temple, en fait, même, ou peut-être un ou deux, mais c'est tout. Euh, et des derniers rituels, en fait, pour clôturer ce voyage. Donc voilà pour les différentes étapes du voyage. Et j'espère que du coup c'est un petit peu plus clair par rapport à l'itinéraire en tout cas. Donc
Il n'y a pas que des temples, il y a les temples, des ashrams, des montagnes sacrées ou des grottes sacrées ou un pèlerinage donc, du coup on marche pendant 14 kilomètres. Il y a ça. Il y a des enseignements qui vont être partagés par rapport à la culture indienne, par rapport à l'hindouisme, par rapport aux différentes divinités, la mythologie. J'aime beaucoup la mythologie, donc je vais vous partager tout ça parce que elles transmettent des messages spirituels à travers ces histoires. Le tantra, le shaktisme, comment se comporter dans les temples, des enseignements par rapport aux différents maîtres, par exemple Ramana Maharishi ou Sri Aurobindo. Donc là où on va aller dans les ashrams, différentes pratiques comme bien sûr des méditations, ça vous allez en avoir l'occasion, l'opportunité de faire tout ça, un petit peu de yoga, mais le yoga, il y en aura pas tous les jours, hein. Vous attendez pas à avoir du yoga tous les jours, loin de là, parce qu'aussi ça dépend des endroits où on reste, c'est pas forcément évident de trouver des lieux où on peut pratiquer le yoga, mais aussi donc des pratiques de chant, des pratiques de danse, et il y a d'autres petites surprises en fait qui sont là que je mentionne pas spécialement dans la page. Mais j'ai d'autres enseignants, d'autres choses que je garde un œil et selon où on va, en fait, le programme change un petit peu. Donc, je sais qu'il va se passer des choses, mais je le mets pas dans le programme parce que je sais pas exactement. Et eux ne le savent pas encore exactement non plus. Donc, il y a plein de choses qui se passent. Donc, par exemple, le dernier voyage, à, à Auroville, un soir, il y avait une performance de Parvati Baul. C'est une grande tradition aussi. Enfin, euh, les Baul, c'est comment on appelle ça? Des chanteurs, danseuses dévotionnelles, en fait, qui sont en pèlerinage constant, en fait, qui vivent dans la rue, en fait, et qui chantent constamment de la dévotion et qui dansent la dévotion. Mais la manière dont c'est transmis, mais c'est magnifique. Et donc Parvati Ball, c'est la, la grande figure mondiale de nos jours de cette tradition-là. Elle était à Auroville. Donc là, on est forcément tous allés là-bas et ça a été un moment magnifique pour... Et on a décidé ça la veille. Enfin, moi, je savais qu'elle allait venir, donc je le savais, mais bon, je leur ai demandé, si vous voulez, il y a ça, on y va. Allez, on est tous partis. Donc, par exemple, il y a ça. Bien sûr, il y aura des moments plus relax, des moments en nature. Après, des moments plus fun. Si par exemple, vous voulez aussi apprendre à mettre un sari, je peux vous apprendre à mettre un sari, la robe à l'indienne, un truc qui mesure 5 mètres de long, là, où c'est un peu compliqué à mettre au départ. Vous apprendra à le mettre pour, si vous voulez, au moins le porter quelques heures pendant la journée. Donc ouais, le rythme est assez intense, il est assez soutenu et de temps en temps, en fait, il va y avoir des demi-journées de temps libre où vous allez pouvoir faire votre shopping, faire vos propres explorations, rencontrer vraiment vous-même les locaux, retourner dans les temples. Donc à chaque fois, on découvre un petit peu un moment, une ville et je vous laisse plus vers la fin de cette ville, en fait, un moment, un espace libre pour vous pour découvrir. Ensuite, au niveau de l'hébergement. Donc, il y a différents types d'hébergements. Donc, soit on restera dans des ashrams. Donc, dans ces cas-là, c'est un petit peu plus sommaire. Mais vraiment, vraiment, comme je vous l'ai dit au départ, moi, quand je voyageais, j'étais bien à l'arrache. Là, j'ai besoin aussi de moi, de mon confort. Donc, je vais pas vous amener dans des trucs complètement euh, dégueulasses. Parce que ça existe en Inde. Mais on va au moins avoir le minimum vraiment pour qu'on se sente bien et qu'on puisse vraiment se reposer parce que c'est un voyage intense. Donc à chaque fois aussi dans les chambres, vous allez être... euh, c'est des chambres de deux. Il n'y aura pas de chambre de plus que deux en fait. Si vous voulez, vous pouvez choisir d'être seul aussi dans ces cas-là. Donc ça sera soit un grand lit double, mais très grand. C'est pas des lits à la française où c'est des petits lits doubles, c'est des très grands lits doubles ou des lits twin. En fait, ça va dépendre. Des fois, on n'a pas trop le choix. Si vous êtes à deux et que vous n'êtes pas en couple, au maximum, ce sera les lits twin, donc deux lits simples. Mais des fois, il se peut qu'il y ait que la possibilité d'un grand lit. Donc dans les ashrams, c'est un petit peu plus sommaire, mais sinon en général, il y a l'air conditionné,
la douche. Selon l'ashram, des fois, il faut aller chercher l'eau chaude dans le couloir, mais ça vous fait l'expérience à l'indienne. À voir quel hôtel on arrive à voir, parce que des fois, je peux pas, certains hôtels ne m'autorisent pas à revenir comme ça. Enfin bref, ça c'est moi qui gère. Au niveau de la nourriture, donc tous les repas sont compris dans le voyage. Eh ben, la nourriture indienne, j'espère que vous aimez bien à travers les restos indiens que vous avez peut-être goûté en France. Je peux vous dire que ça sera plus épicé en Inde. Déjà l'Inde du Sud. L'Inde du Sud en fait ça va. L'Inde du Nord c'est encore plus épicé. La plupart du temps, ça sera des options végétariennes, mais bien sûr des fois il y aura des options où vous allez pouvoir choisir ce que vous voulez et où il y aura aussi de la viande. Il n'y a pas d'alcool qui est inclus dans le voyage. Et donc, la plupart du temps, vous allez voir que c'est assez... ça peut être assez chaotique encore, même les restaurants. Mais on peut aller dans un restaurant, je vous fais des propositions de qu'est-ce qui est disponible. Mais bien sûr, après, à vous de choisir ce que vous voulez, si vous voulez rajouter, si vous voulez autre chose en plus ou quoi que ce soit, il n'y a vraiment pas de problème. En Inde, à ce moment-là, au Tamil Nadu, il fait chaud et humide. Et, euh, et c'est pas chaud, ah bah c'est bon, je mets un petit débardeur et je mets un short. Non, il faut se couvrir là-bas. Spécialement nous qui allons visiter des temples, des lieux sacrés en tant que femmes, normalement on ne montre pas les épaules. Donc dans un temple, même si des fois on peut avoir pas des fines bretelles, ça vous allez pouvoir, enfin je vous donnerai plus de détails dans tous les cas, mais juste pour vous dire, il faut se couvrir et même les jambes, même pour les hommes aussi se couvrir les jambes. Euh, voilà. C'est à peu près tout pour les explicatifs. Et sinon, donc à propos du cadre et de l'accompagnement, donc vous connaissez maintenant la relation que j'ai avec l'Inde, avec cette terre, avec cette culture. Donc toute l'organisation, là, c'est pris en charge. Je m'occupe des hôtels, des restaurants, des transports. Vous n'avez pas besoin de penser à quoi que ce soit. Les seuls moments pour vous, c'est vos moments, vos demi-journées de libre. Ou si vous avez besoin de prendre un tuk-tuk pour aller à un endroit ou quoi que ce soit, ça c'est pour vous. Mais normalement, la manière dont je vous accompagne, en général, vous êtes assez à l'aise ensuite pour aller explorer par vous-même. Vous allez voir que cette partie-là, enfin, l'organisation, tout ça, c'est quelque chose en Inde. Mais bon, tout ça, vous n'avez pas besoin de le faire. Je vais vous aider donc à comprendre les codes, à comment vous déplacer, comment vous maintenir à travers cette culture en fait qui est vraiment différente de ce qu'on a l'habitude. Je vais vous donner des repères en fait. Et pas vous sentir comme si vous êtes juste ou une touriste qui débarque pour prendre des photos. Vous allez voir que vous allez comprendre comment se comporter, comment vous habiller pour respecter cette culture et comment rentrer dans les temples, comment honorer cette culture en fait. Voilà, voilà. Donc, au niveau du tarif, pour le prix du voyage, là, il y a un tarif Early Bird qui est disponible jusqu'au 15 août. Et donc, le voyage est à 2 800 € en tarif Early Bird. Après le 15 août, il va passer au tarif normal qui est à 3 200 €. Donc ça, c'est pour, si vous voulez, une chambre partagée, donc avec une autre personne. Donc si vous êtes à deux en couple, c'est ce tarif-là. Si vous souhaitez une chambre individuelle, il y a un supplément de 450 € qui est demandé. C'est vrai que après, c'est vrai que je mets en priorité des gens que je connais qui sont déjà venus à mes stages et tout ça, donc que je prendrai en participant. Mais bien sûr, ça reste aussi ouvert à toutes les autres personnes, parce que dans tous les cas, j'ai un entretien téléphonique avec tout le monde, juste pour être sûr que on soit bien sur la même longueur d'onde ou pas. Et pour les réservations, en fait, il y aura un premier versement d'art de 800 € qui sera demandé au départ.
Et ça validera votre inscription. Et ensuite, il y aura plusieurs versements à faire au fur et à mesure. Tout est écrit sur le site, en fait. Et il y a des plans de paiement qui peuvent être envisagés aussi si, comme je le décris sur la page, ça vous convient pas, si vous avez besoin d'autre chose. Donc, ce qui n'est pas inclus dans ce tarif, et ça pareil, c'est tout écrit, il y a le vol, l'avion, aller-retour jusqu'à Chennai, ça, c'est pas inclus. Le visa indien, il n'est pas inclus, mais aussi il est pas cher. Il va vous falloir aussi une assurance, annulation, rapatriement. Ça, c'est vraiment quelque chose d'obligatoire. Je vous demanderai vos infos d'assurance si au cas où il vous arrive quelque chose. Jusqu'à présent, je croise les doigts, il n'y a pas eu de problème dans les groupes précédents, mais au cas où que je puisse vous contacter, faire le nécessaire si au cas où il y a quelque chose. Voilà, il y a juste, genre par exemple dans les moments libres aussi, il doit y avoir genre juste 4 repas qui sont pas inclus dans le voyage, c'est dans les après-midi ou les matinées de libre, par exemple. Et tout, bien sûr, vos achats personnels, les offrandes, les pourboires aussi qui sont pas inclus, si vous souhaitez. Et donc pour l'inscription, il faut remplir le formulaire. Donc sur la page, alors attendez, je vais vous remettre les liens, peut-être déjà aussi. Je vous mets le lien là ici dans le chat. Donc là ici sur cette page, vous allez avoir toutes les infos. Et, euh, et quand au niveau du prix, vous cliquez sur je m'inscris, ça va vous donner le formulaire qui est à remplir. Remplissez ce formulaire. Une fois que moi je l'aurai reçu, je vais vous recontacter et on aura un appel téléphonique vidéo même en fait. Même si je vous connais, même si on a déjà fait des stages ensemble ou on se connaît le festival, on aura un appel parce que ben, le voyage en Inde, c'est totalement différent d'un stage. Et il y a d'autres questions plus personnelles que j'ai envie de vous poser juste pour qu'on soit sûr. Et là, vous allez aussi pouvoir vous me poser toutes vos questions si vous en avez en fait. Donc il y a un appel individuel. On vérifie bien que le voyage correspond à ce que vous recherchez, si je suis la bonne personne pour vous accompagner ou pas. Et ensuite, si vous décidez donc, il y a 2 étapes pour confirmer votre inscription. Je vais vous envoyer un contrat que vous allez devoir lire et signer. Ça reprend en gros tous les points principaux en fait que vous allez pouvoir retrouver sur le site, des choses que je vous ai dit là. Il n'y a pas de surprise spécialement. Et faire le premier versement de 800 euros. Et après, à partir de là, vous êtes inscrit. Et voilà, on a un groupe WhatsApp privé pour tous les participants. Et, et donc, en général, genre un mois avant le voyage, on a un appel, un live tous ensemble où je vous explique justement comment vous préparer au mieux. Les choses, ça passe de s'organiser avec le visa, blablabla, et quoi prendre dans votre valise. Et toutes les autres questions en fait qui sont potentiellement là pour vous. Donc on a un autre live pour se préparer à tout ça. Je vous enverrai des documents. Et justement, donc il y avait une question par rapport au visa. Alors, je ne me souviens plus exactement. Ah, c'était quoi la question? Alors, attendez. Il me semblait qu'il y avait quelque chose par rapport au visa. En tout cas, donc le visa n'est pas compris, mais j'ai préparé un document PDF qui vous explique exactement comment faire pour appliquer pour le visa. De toute façon, il faut pas. Ça, c'est pareil. Je vous donnerai toutes les infos en temps et en heure. Il faut appliquer dans les 30 jours avant d'arriver sur place. Ça prend des fois. Une fois que vous avez rempli le truc, ça peut être vite fait. En 24 heures, en général, c'est bon. Mais des fois, remplir, c'est ça le processus qui prend un peu de temps parce que la bureaucratie à l'indienne, un site à l'indienne, ils testent déjà votre patience, en fait. C'est déjà le premier test. Savoir est-ce que vraiment vous voulez aller en Inde? Est-ce que vous voulez vraiment remplir ce formulaire de visa? Des fois, ça prend un peu de temps là-dessus, mais tout est bien expliqué. Ah bah voilà, c'était ça. Combien de temps à l'avance pour s'y prendre? Donc si c'est un visa touriste classique, donc vous allez avoir un visa d'1 mois, c'est dans les 30 jours avant. Ne le faites pas plus tôt.
Le premier voyage est quelqu'un qui... La première personne à s'inscrire, toujours la première personne à faire les démarches, elle a fait pile 30 jours, enfin, un jour trop tôt sa demande, elle est arrivée à l'aéroport avec ses bagages, prête à partir, ils l'ont refoulée parce qu'elle avait fait sa demande trop tôt et que du coup, elle était autorisée à rentrer en Inde, par exemple, avant le 5 février. Et en gros, euh, elle arrivait, mais juste 2 heures plus tôt, en fait. Et ils l'ont refou. Elle n'est pas venue au voyage. Elle n'a pas fait le voyage parce que son visa, ils l'ont pas laissé prendre l'avion. Donc, vous inquiétez pas, je vous guide par rapport au visa. Si après, vous voulez un visa qui dure sur plus longtemps, genre sur 5 ans, parce que vous savez que vous allez y revenir tous les ans, dans ces cas-là, vous pouvez appliquer plus tôt. Voilà. Ensuite, je lis un petit peu vos questions. Il faut prévoir combien de temps après le voyage pour se remettre? Bonne question. Ça va vraiment dépendre de vous. Si vraiment vous avez le temps, moi je dirais, enfin, pour intégrer ce voyage, je pense qu'honnêtement, ça va prendre plusieurs semaines. Donc après, je sais pas si ça veut dire prendre un temps de congé, ne pas rusher, tout ça. Enfin, si franchement vous avez le temps, prévoyez une semaine au moins, quoi. Mais ça, enfin. Je connais des gens, enfin, des derniers voyages qui sont rentrés directement le lendemain, ils sont allés travailler, hein. Enfin, ça pose pas de problème, mais le retour peut être un petit peu difficile. Et, euh, et l'intégration, en fait, si vous voulez vraiment avoir le temps de baigner dans cette énergie-là, pourquoi pas? Je sais que les derniers voyages, en fait, beaucoup de gens sont restés même quelques jours après l'organisation du voyage, quand ça s'était terminé. Parce qu'en fait, j'ai organisé le voyage et genre 2 jours après, il y avait l'une des plus grandes célébrations en Inde, qu'on appelle Mahashivaratri. Et il y avait beaucoup de gens qui restaient, genre la moitié des gens restaient pour rester plus longtemps, pour participer à cette célébration. Mais là, les dates ne coïncident pas par rapport au voyage ici. Donc, vous pouvez quand même rester plus longtemps. Pondichéry, Auroville, c'est déjà des villes qui sont bien pour commencer à intégrer parce c'est moins intense. En fait, déjà, ça reste l'Inde, mais c'est, on va dire, beaucoup plus plaisant. Et ce qui se passe, c'est que au départ, beaucoup de gens voulaient retourner à Tiruvannamalai pour cette célébration parce que c'est la ville de Shiva. C'était celle que je recommandais parce que c'est là en général où moi je vais pour passer cette grande célébration après le voyage. Mais après ces 17 jours, c'est tellement intense que la plupart qui avaient l'idée de repartir à Tiruvannamalai pour célébrer et être dans la foule à l'indienne, en fait, ils n'y allaient pas. Il y avait souvent juste une ou deux personnes qui y allaient, mais sinon tout le reste restait à Pondichéry, Auroville, parce qu'au final, ils étaient là. Ah non, maintenant on veut de la tranquillité, on veut un peu plus de paix, on veut un petit peu plus de relaxation, donc on reste à Pondichéry et Auroville pour intégrer. Et on ne voulait pas retourner au chaos à l'indienne dans les autres villes. Bref, voilà. Ensuite, après l'escale à Auroville, est-ce que l'on remonterait à Chennai pour visiter sur une demi-journée avant de retourner vers l'aéroport le 4 février? Alors non, ça c'est pas prévu. C'est vrai que du coup à Chennai, j'ai pas de visite de prévu dans cette ville. C'est le point d'arrivée où on se rencontre à l'hôtel, c'est la journée où tout le monde arrive. Et notre première rencontre de groupe, c'est en fin d'après-midi. On a ensuite notre premier dîner, pardon. Et le lendemain matin, on a notre bus et on va à Tiruvannamalai. Et pour le retour, on sera donc à Auroville le 4 au matin. Le 4 au matin, ouais. Et en gros, selon votre heure d'avion, moi j'organise des taxis en fait qui va vous amener à Chennai euh, pour arriver à l'heure pour votre avion. Donc il n'y a pas de visite de prévu. Mais si vous voulez, vous pouvez bien sûr rester plus longtemps et prendre le temps pour visiter Chennai. Ou sinon, il y a même une autre ville, mais c'est pareil, ça, je peux vous donner des recommandations de d'autres choses à visiter qui s'appellent Mahabalipuram. Ouf, j'ai l'impression de faire une erreur dans le nom. Bref, c'est pas très loin de Chennai et ça peut être aussi passer une journée pour visiter par là. Ça peut être aussi une option si vous voulez rester un peu plus longtemps.
Et donc, Florence, donc c'est possible que je décide par exemple de rester sur Auroville le 4 au matin pour intégrer quelques jours sans remonter sur Chennai. Exactement, c'est totalement possible. Dans ces cas-là, ouais, dans ces cas-là, on verra, je te reparlerai, parce que c'est vrai que j'ai le retour avec l'organisation des taxis, ça peut aussi devenir très chaotique s'il y en a qui restent, s'il y en a qui partent tout de suite. Donc on en reparlera, mais ça c'est totalement possible, en effet. Et moi je le recommanderais aussi de rester plus longtemps à Pondichéry, Auroville, au moins de se dire de rester quelques jours en Inde si vous avez la chance de pouvoir étendre. euh, oui, pourquoi pas. Euh, Chennai, c'est une grande, grande ville. C'est la capitale du Tamil Nadu. Moi, personnellement, j'aime pas les grandes, grandes villes. Donc, je préfère rester dans les autres villes, par exemple, qui sont déjà assez grandes, où je vous amène. Mais Chennai en particulier, ça serait pas ma première destination au Tamil Nadu. Mais par exemple, Mahabalipuram, qui est sur la route pour Chennai, par exemple, si ton avion est le soir et que tu veux passer là-bas, tu peux réserver un taxi pour prendre toute la journée. Le taxi reste avec toi toute la journée et tu peux visiter les temples là-bas. C'est super beau apparemment, je suis encore jamais allée. Et ensuite, aller te faire déposer à l'aéroport. Voilà. Euh, Alors, est-ce que vous voulez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre la parole hein, directement à activer votre micro. Et si Xavier, vu que je sais pas si tu es là ou pas, si toi aussi tu veux partager ton expérience. Oui, Xavier et Tatiana qui étaient là donc au premier voyage. C'est activé. Ah oui, pardon, il n'y avait pas le son. Bonjour. Salut. Super, Et bonjour tout le monde. très bien. Oui, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous voulez nous partager un petit peu votre... Je suis contente de vous voir, je ne savais pas que vous allez apparaître ici, mais donc, Eh ben oui, participe au premier voyage. nous aussi on est content. Par contre, moi j'ai une question là. Quand tu as parlé des hôtels où apparemment tu es blacklisté, je me dis c'est pas à cause de nous quand même. Ah non, 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 je suis pas Vraiment. blacklistée. Je me suis posé la Non, question. non, vous n'avez pas foutu de bordel. Non, il y a pas justement pour votre voyage, je voulais aller à un hôtel à Pondichéry, c'est l'hôtel de l'Ashram, et je vous avais dit, je crois que c'était pas possible parce que c'était au moment où c'était l'anniversaire de la mère, et donc du coup, Hmm. il y a plein de dévots qui venaient, Oui, c'est vrai, oui, oui. et là, dans ces cas-là, c'était pas possible. Mais C'est peut-être l'année dernière, dommage. enfin cette année, c'était possible. Donc ça va Mais dépendre aussi par rapport à ça. Mais c'est tout. bon, ça va, je suis rassuré alors. Et non, non, en fait, si, bah, ce qu'on peut en dire pour nous, on en a retenu une expérience très positive, hein. Moi, ce que je peux dire aux nouveaux participants, c'est que l'Inde, c'est vraiment un pays à part qui, à mon avis, mérite d'être vu. Et j'imagine que ils ou elles doivent avoir certaines appréhensions que j'avais aussi, des appréhensions liées à la nourriture, liées à l'hygiène, liées à la foule oppressante, liées à des choses comme ça. Et, euh, du coup, je conseillerais vraiment, sauf pour des gens qui ont vraiment l'habitude de barouder, mais je trouve que c'est très bien pour une première approche dans ce pays d'être guidé en fait. Par toi. Et voilà. Et, pas par quelqu'un d'autre. Et on peut témoigner que avec toi, ça s'est vraiment très bien passé en fait, parce que d'une part, tu connais très bien le pays, tu connais aussi les habitudes et les attentes que peuvent avoir les Français. Et du coup, ça fait vraiment passer en douceur les côtés un petit peu plus rugueux du voyage, mais qui rendent l'expérience intéressante, justement. Donc, moi, j'en garde, bah, en fait, j'en garde que des bons souvenirs, quoi. C'est vraiment une expérience à part, un voyage à part. Je pense que ça va marquer les prochains participants, hein. Sachant Et que c'est moi qui ai entraîné Xavier dans ta retraite. Tandis que lui, il n'était pas du tout dans ce délire-là. Mais c'est lui qui m'a. je savais même pas que ça existait, je Ouais. suis fou dur. Mais c'est lui qui a surveillé ton voyage, qui voulait absolument aller, qui me relançait sur voilà, il faut qu'on s'inscrive et tout. Donc, moi, c'est vrai que ce que moi je peux dire, malheureusement,
Bon, on a tous les sensibilités différentes et moi, j'étais toujours envieuse des personnes qui ressentaient des choses dans les temples ou même juste sur la terre indienne. Et en fait, ça m'énervait parce que moi, je ressentais pas. Et ce que pour moi, toi, tu avais un crédit de confiance énorme parce que bon, on te connaissait, je pense que tout le monde te connaît aussi, parce qu'il n'y avait aucun jugement là-dessus aussi. Moi, effectivement, je pense que je me juge moi-même par rapport à ça que je ressens pas la présence de Shiva Shakti, etc. et compagnie. Mais c'est pas pour autant que je me suis pas enrichie, c'est pas pour autant que j'ai pas évolué en tant que personnalité en faisant ce voyage, c'est pas pour autant que j'ai pas eu ma chair de poule aussi, tu vois, dire forcément, ça m'a donné quand même, bah, Mhm. j'ai pas vu des effets spéciaux comme certains participants du groupe d'un temple, mais ça m'a donné ma chair de poule. Euh, mais bon, Et justement, s'il y a qu'est-ce que vous retenez de ce voyage? S'il y a une ou deux highlights, des choses qui vous a marqué le plus, peut-être, donc, pour toi, Tatiana, il y avait le Matrimandir, tu avais dit. Et est-ce qu'il y a autre chose qui vous a marqué le plus? Le tout premier temple qu'on avait visité, de avec la montagne. Tiruvannamalai. ouais, c'est Ouais. ça. Et alors, il y en a un autre qu'on a fait sur la route, je sais plus comment ça s'appelait, mais je, en fait, j'avais l'impression d'être dans un film d'Indiana Jones, quoi. C'était vraiment Ah oui. on ressentait une ambiance. Celui qui était un peu en travaux, là? Oui, 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 tout à fait, ouais. Euh, Vraiment une ambiance très particulière. C'est cette impression d'être sur un site millénaire, vraiment non, vraiment. Et puis bon, ça c'est les images marquantes que j'ai gardées en tête. Mais après, il y a plein de bons souvenirs. Quand on avait fait l'espèce de séance de méditation en haut de la colline, Mhm. enfin, vraiment, il y a plein de choses. C'était très dense en fait. Oui, c'est ça. Chaque jour était marqué par quelque chose. C'est pas du tout la station balnéaire pour aller se déconnecter. Non, non, c'est très dense. On dort pas beaucoup. Ben, moi, c'est ce que je Ouais, cherchais aussi, hein. c'est ce qu'on J'ai voulait. envie de Ouais. dire, on en a pour notre argent, quoi. Mhm. C'est le programme est chargé, mais dans le bon sens du terme. Moi, j'aimais la cuisine. Hein. Je crois que bon, j'étais peut-être la seule, mais Oui, c'est peut-être la seule. J'avoue que voilà, pour moi, ça a été un peu plus compliqué, là. Quand tu dis que c'est vraiment plus épicé là-bas, c'est vrai que c'est plus épicé, c'est sûr. Mais bon, au final, voilà, ça passe bien. On s'échangeait je Voilà, retrouvais prenez les trucs les plus épicés. épicés et je prenais les yaourts, les trucs. C'est ça, il y a des petites techniques que Ouais, je vous partagerai, des choses à commander. C'est vrai que le début du voyage et la fin du voyage, il y a des endroits où il y a aussi des Occidentaux. Donc on peut trouver de la nourriture qui passe, des choses qui changent, un peu moins épicées. Et sinon, c'est vrai que le milieu du voyage, ben, il est un petit peu plus axé typique à l'indienne. Du coup, si vous aimez pas trop les épices, ça sera assez répétitif peut-être ce que vous allez manger, quoi, les jours du milieu en fait. Parce qu'il y a le riz blanc, il y a le yaourt, enfin, il y a quelques plats qui sont moins épicés, mais voilà. oui, c'est En, ça. en tout cas, merci beaucoup, ça fait super plaisir de vous voir. Eh ben, nous Et, aussi. et puis, bah, s'il y a d'autres personnes qui sont là ici qui ont des questions pour vous, n'hésitez pas au cas où. Ah oui, alors si je pourrais donner une petite astuce Oui. pour après. Alors, j'ai vu que tu allais organiser, parce qu'on suit quand même ton actualité. A priori, tu vas organiser un autre voyage plus dans le nord. Donc, je ne veux pas empiéter sur les plates-bandes parce que je pense que ça sera compris. Mais nous, ce qu'on avait fait, c'est comme on était déjà en Inde, du coup, on avait prolongé notre séjour de quelques jours, en fait, juste pour aller à New Delhi et de là aller voir le Taj Mahal. Mhm. Donc, bon, c'est pour les participants du groupe, ça peut être une idée à faire, quoi, se garder quelques jours en plus pour profiter qu'on est déjà dans le pays, même si les distances sont grandes. Bah, Mhm. c'est quand même
plus faisable que de revenir de France, quoi. Donc, évidemment, si tu organises un voyage dans le Nord, bon, il y aura forcément, je suppose, ces étapes-là qui seront prévues et puis beaucoup d'autres choses. Ça sera sûrement très intéressant aussi. Mais voilà, il y a cette possibilité à réfléchir tant qu'on est sur place, à éventuellement, pourquoi pas. Et c'est grâce à toi qu'on a pu organiser ça. Effectivement, il y avait la question tout à l'heure comment faire le retour à la vie quotidienne au calme. Bah, c'est prolonger le séjour un an. Je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est la meilleure façon pour faire la transition douce. Et c'est aussi grâce à toi, ensuite notre guide, qu'on a pu. On était les seuls qui sont allés dans le nord, mais qu'on a pu prolonger encore plus cette expérience inoubliable. On en parle à tout le monde, mais bizarrement, personne ne veut aller en Inde, tu vois. Mais on dit bien, mais vraiment, on dit que du bien. Tu nous as donné l'envie d'y retourner. Je pense que je t'ai parlé le premier soir, mais c'est quand le prochain voyage? Mhm. Mais pour te dire honnêtement, à la fin du voyage, tu nous as même donné envie de retourner en autonomie. Tellement on était bien accompagnés, bien Ouais, préparés. Moi, j'ai eu aucun choc culturel, tellement c'était bien préparé en fait. c'est vrai, ça m'a marqué. Non, j'étais pas du tout surprise. Je suis arrivée, bah oui, c'est comme ça qu'on m'a expliqué, tu vois, mais Ça aucune, m'a... aucune surprise. Ouais, ouais, je me souviens, votre groupe en particulier, il y avait quelques personnes, je dis, oh, mais ça va, en fait, tu nous avais Ouais, vite fait peur, et puis en fait, mais c'est tranquille. Je suis, ouais, bon, ok. ouais. Allez-y tout seul, vous allez voir. Oui, c'est ça. Et, Mais c'est vrai que euh, spécialement l'Inde du Sud est plus dans un sens tranquille que l'Inde du Nord, enfin, en quelque sorte. Mais, euh, mais c'est vrai, et j'ai là même du dernier voyage, François, que vous avez vu, enfin, vous avez peut-être regardé son témoignage, lui, il va y retourner ben, plus ou moins à la même période tout seul. Il va nous rejoindre même pour Girivala, mais il veut le faire avec nous, avec notre groupe. Mais il sera, lui, en voyage tout seul. Il a trouvé du coup, Mhm. maintenant la force pour y aller tout seul. Et du coup, je pense que oui, avec tout ça, vous avez vraiment les outils pour ensuite aller explorer ouais, c'est même ça. ou pas. Ouais. Mais au moins pour une première fois, c'est bien de Ouais. d'avoir quelqu'un comme toi qui nous emmène dans des restaurants, des hôtels voilà, on sait que c'est safe, Ouais. Ça, euh, c'est la peur de beaucoup de gens. ouais, c'est ça. Et alors après, peut-être un autre petit conseil pour les prochains participants. Alors nous, on y avait peut-être été un petit peu fort, mais nous, on avait carrément nos gourdes avec des bouchons, enfin nos gourdes filtrantes en fait. Et toute l'eau qu'on utilisait, même pour se brosser les dents, etc., on la filtrait et on n'a pas du tout été malade de tout le séjour. Même l'eau du robinet, pour te dire. On a même Oui, bu l'eau voilà, du oui, c'est ça. robinet avec du filtre parce que parfois on n'avait plus de bouteilles en fait. Et c'est vrai que tu disais on n'aura pas besoin, mais en fait, surtout si on prolonge le voyage, tu vois, surtout s'il y a du temps libre, moi je pense que si ça peut être quand même Ok, un truc à prévoir. très Et bien. donc aucune mauvaise surprise, tu vois. Voilà. Ça vaut le coup. Quelqu'un qui demande si vous pouvez écrire dans le chat le type de bouteille filtrée que vous avez acheté. Euh, D'accord. Ça pourrait être. Alors, c'est les gourdes OCO, OKO, mais On va écrire. s'il Ok, faut le dire en ouais. plus, Voilà. pas de souci. Super. Merci beaucoup. Ah, merci à Merci en toi. tout cas. Ça fait plaisir de vous retrouver. Et ben, j'espère à bientôt, en tout cas. J'espère aussi. Et donc oui, il y a donc un voyage en Inde du Nord que je prévois. Je sais que vous êtes nombreux là, des voyages précédents à attendre justement que j'organise le voyage en Inde du Nord. J'ai prévu d'aller faire les repérages en novembre-décembre là cette année. Donc ce sera pour 2028. 2028, il n'y aura pas de voyage au Tamil Nadu, mais ce sera un voyage en Inde du Nord à travers Rishikesh, Varanasi, Khajuraho, les temples tantriques là. Jusqu'à Calcutta, probablement. Enfin, je vais justement aller faire mes repérages et vérifier tout le trajet. Et en fait, merci d'avoir mentionné ça, c'est que cette année, enfin, en 2028, il va y avoir quand même un deuxième voyage en Inde d'organiser, un petit peu plus au nord, mais c'est un voyage qui sera pas ouvert à tout le monde. Je vous le dis là, et je sais pas si du coup, peut-être que Sabrina, tu es déjà au courant. Mais pour les personnes, les femmes, du coup, qui vont faire le cours La danse des déesses tantriques.
mon cours en ligne que je lance une fois par année et là il se lancera début septembre. Donc là c'est vraiment les enseignements de tantra classique. On va travailler avec les Dasha Mahavidya, les 10 déesses de la sagesse tantrique. Donc c'est un accompagnement sur plusieurs mois en ligne. Au mois de fin février, début mars, pour 15 jours, je vais organiser, alors là, je suis encore en pourparlers avec mes enseignantes en Inde pour organiser ce voyage parce que je veux des personnes qui ont déjà un petit peu un minimum de connaissances là-dessus. Et donc, ce que j'ai prévu, c'est d'aller en Orissa, l'état où moi j'apprends la danse classique indienne. C'est aussi un état où il y a beaucoup de temples dédiés à Shakti. Donc, ça sera un pèlerinage dédié à l'énergie féminine, à Shakti, en fait sous plein de formes différentes. Donc, arriver quelques jours en Orissa, ensuite se déplacer à l'ashram de mes enseignantes de la lignée Srividya, donc la lignée de une, l'une des lignées tantriques. Donc, on a le Kashmir Shivaïsme, Shivaïsme du Cachemire qui est très connu donc comme divinité principale Shiva, et on a la lignée Srividya comme divinité principale Shakti sous la forme de Lalita Tripura Sundari. C'est l'une des plus grandes lignées de Shakta qui existe de nos jours. Et donc, aller passer quelques jours dans leur ashram, recevoir des initiations pour ensuite, là, on va prendre l'avion pour ensuite aller au temple tantrique par excellence, que l'on appelle Kamakya dans l'état d'Assam, où on va retrouver justement, il y a forcément ce lien avec les Dashamaravidya, les 10 déesses tantriques, où il y a sur cette montagne toutes les Dashamaravidya avec le temple principal comme étant Lalita Tripura Sundari. Donc il y a celui-ci qui est prévu, donc en gros 15 jours après celui-là que je suis en train de vous décrire, mais donc réservé aux femmes qui ont fait le cours La danse des déesses tantriques. Peut-être qu'un jour, peut-être que l'année prochaine, j'ouvrirai ce cours pour les hommes parce qu'en fait ces enseignements-là, c'est ouvert vraiment à tous. Mais là pour cette année, j'aimerais encore le garder juste pour les femmes et voir comment ça se passe. Donc voilà, juste au cas où vous hésitez. Mais là, ça sera plus un mode retraite. Ce sera pas en mode découverte de l'Inde, on voyage, on visite plein de temples et tout ça. Enfin, on va visiter des temples aussi, hein. Mais là, ça sera plus travail sur soi, immersion, tantrisme profond, on va dire. Et voilà. Donc, j'ai vu une question passer. Au niveau de sécurité pour une femme seule, j'ai cru comprendre que c'est safe dans le sud, mais plus sensible dans le nord. J'ai toujours voyagé seule. Et j'étais dans le nord. Les premières années en Inde, j'étais dans le nord pendant, je sais pas, 5 6 ans. Et ensuite, je suis allée plus dans le sud. Donc, pour moi, si tu te mets pas dans des situations si tu tentes pas le diable, en gros, c'est tout bon. Moi, j'ai jamais eu de problème. Il y a eu des fois où j'ai eu besoin de poser mes limites. Il y a eu des fois où je me suis pas sentie totalement safe, j'ai rebroussé chemin. Est-ce que c'était safe ou pas au final, j'en sais rien. Mais, ah, mais au final, pour moi, ça allait. Dans les deux cas. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En fait, je vais regarder. Philippe et Ayette ont dû nous quitter. Je vérifie sur Instagram s'il n'y a pas des questions qui ont des fois été posées. Sinon, n'hésitez pas à prendre la parole, hein. Donc, il n'y a pas spécialement de questions. Ok. Moi, je peux vous parler pendant des heures hein, de tout ça. Oui, et puis sinon, Xavier et Tatiana, donc, ils vous ont mis les gourdes OCO, OKO, si vous voulez. Mais c'est vrai qu'après, donc, Euh, ce que je recommande, c'est même pour se laver les dents, spécialement au départ, enfin ça, tout ça, je vous le dis, mais dans l'appel plus tard, enfin plus de détails comme ça, dans l'appel qu'on a avant le voyage pour vous préparer. Ne jamais boire l'eau du robinet, ne jamais boire l'eau qu'on trouve, je ne sais pas où, dans la rue. Toujours acheter des bouteilles et même se brosser les dents avec ça au départ. Moi, après, honnêtement, quand j'arrive en Inde, oui, je le fais. Mais encore, ça dépend où.
par exemple, dans les grandes villes, genre Delhi, Chennai, ouais, Delhi, des fois, ça craint. Chennai, ça va encore dans les hôtels où on va. Je le fais en utilisant l'eau du robinet pour me laver les dents. Jamais je bois l'eau du robinet, hein, par contre, hein. Mais me laver les dents ou quoi que ce soit, moi je sais que ça passe avec tout ça, mais c'est vrai que pour le groupe, je vous recommande personnellement d'utiliser même de l'eau de bouteille pour ça, juste pour que ce soit safe pour vous. Vous êtes là juste 17 jours là, vous n'avez pas envie de rater votre voyage à cause parce que vous allez passer votre temps aux toilettes. Donc, euh, donc voilà. Pour l'assurance rapatriement, tu conseilles quoi? Tu pars plusieurs mois à l'étranger. Alors, moi déjà, je recommanderais de vérifier, parce qu'en France, on est surassuré. Je l'ai appris avec mon premier voyage où je me suis fait rapatrier et je ne savais pas que j'avais une assurance rapatriement. Euh, euh, Toutes les choses que vous payez, vos assurances voiture, habitation, responsabilité civile, appelez vos assurances et demandez-leur si vous n'êtes pas déjà assuré, si vous partez à l'étranger, s'il y a une assurance rapatriement, une assurance hospitalisation, à savoir est-ce que vous devez avancer les frais d'hospitalisation ou pas, et pour combien de temps. Parce que moi, par exemple, j'ai un truc c'est la Massif. Il me couvre la Massif pour les 6 premiers mois de mon voyage. Si je pars 6 mois dans l'année en voyage, je suis couverte. Après, par contre, si je reste plus de 6 mois, là, il faut prendre en général une assurance voyageur exprès. Là, j'ai plus les noms. Mais je peux refaire des recherches et dans ces cas-là, c'est le genre de choses que je pourrais te redire plus tard, Florence, si tu veux. Mais si tu... Alors, je sais pas si les autres... combien de temps tu as prévu de partir à l'étranger, mais peut-être que si c'est moins de 6 mois, rien... Peut-être que tu as déjà quelque chose, en fait, qui te couvre. Mais regarde bien les conditions. S'il y a rapatriement, s'il y a hospitalisation, et si c'est sur place, des fois, ils payent les frais d'hospitalisation direct, ou des fois, c'est toi qui veux qu'ils les avances et ensuite, ils te remboursent. Ok, alors si tu pars un an... là, en général, je pense que ça couvre pas. Dans ces cas-là, faut prendre un truc spécial voyageur. Je me souviens plus ce que j'avais pris dans le passé. Euh, Pendant très longtemps, je suis partie sans assurance du tout. Et ça va, il s'est pas passé grand-chose, c'est bon. Mais faudrait que je revérifie les noms. Mais dans ces cas-là, un an, je pense qu'il faut prendre une assurance à part. Ok. Bon, comment vous vous sentez par rapport à tout ce que je viens de vous dire? Prête? Yes! Sabrina, je te retrouve au voyage? Auquel? Encore à choisir. Super, parfait, Florence. Ben ouais, vraiment, n'hésitez pas une fois que vous savez à remplir le formulaire. Et moi, dans ces cas-là, je reviens vers vous sur WhatsApp, parce que je suis en général à l'étranger. C'est plus simple de me contacter comme ça. Et c'est vrai que l'autre voyage, donc Sabrina, si au cas où tu hésites aussi avec potentiellement la danse des déesses et le voyage Shakta, enfin, là, dans un sens, ce sera plus intense. Enfin, ce sera intense d'une manière différente. Mais ouais, la vie d'ashram, c'est pas forcément évident. Et ça sera pratique tous les jours si ça dépend quelles sont tes priorités. Si tu veux découvrir la culture indienne, avoir plus une image générale, peut-être plus Tamil Nadu. Et plus tard, le voyage le Shakta, un petit peu plus en mode retraite. Mais ça, je suis en train de peaufiner les détails avec donc mes enseignants parce que je dois voir euh, vérifier les dates et quel genre d'initiation on peut recevoir et tout ça, à part elle. Mais normalement, ça sera genre plus ou moins, ben, je te les avais dit, les dates, Sabrina, 20 février jusqu'au... non, 25 février, peut-être jusqu'au 10 mars, quelque chose comme ça, je sais plus. Mais ça, d'ici une semaine, je pense que j'espère que je serai fixée là-dessus. Exactement. Voilà.
Ok, bah alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par email ou WhatsApp si vous avez mon WhatsApp. Et dans ces cas-là, je pense qu'on va terminer pour ce live. Et hâte de vous retrouver en tout cas. Et merci à Xavier et à Tatiana de nous avoir rejoints. C'était une belle surprise. Merci à tout le monde et j'espère à bientôt. Om Namah Shivaya and Shri Matre Namaha. À bientôt. À bientôt.